Mes amis, je vous souhaite bien le bonjour chez vous, où que vous soyez. Il est très tôt le matin, donc je suis en train d'émettre depuis la buanderie. Vous avez le choix, c'est soit la buanderie, si vous n'aimez pas, il y a le cimetière. J'ai pas d'autre option vraiment en ce moment. Mais voilà, je disais que je me suis réveillé très tôt parce qu'il y a quelqu'un qui gueulait dans la nuit à 6 heures du matin. Je crois que la teneur des propos, telle que je l'ai comprise, c'est que la personne pensait qu'il y avait un tremblement de terre. En fait, il n'y avait rien du tout. Je me suis levé, j'ai inspecté partout la maison, je suis abonné à un système sismique qui émet en temps réel quand ça bouge, il n'y avait rien. Mais j'ai l'impression que les gens vivent sur les nerfs cette année. Alors, je voulais vous parler de choses et d'autres. Je voulais vous parler d'interaction des fois avec les gens, des gens qui peuvent nous faire mal, euh, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être autre, des collègues, des proches. Et puis vous parlez d'éoliennes, des éoliennes. En fait, il y a un rapport, il y a un rapport. Ça a l'air loin, mais tout est connecté. En fait, j'étais en train de réfléchir justement aux éoliennes et j'ai glissé justement vers cette histoire. Vous savez, ces éoliennes, juste pour vous situer, quand ils les installent sur les plaines, sur les montagnes et en mer, ils, euh, ils construisent d'abord une sorte de semelle en béton. C'est une sorte de gros disque en béton qui pèse des centaines de tonnes, qu'ils enfuient sous terre, qui servira de support pour justement le tube vertical de l'éolienne. Une chose, c'est qu'une fois que l'éolienne a fini sa vie, qui ont généralement sa vie utile, il faut regarder en termes de subvention, n'est-ce pas? Il faut regarder, c'est des pompes à subvention plus qu'autre chose, hein, d'accord? Donc quand il n'y a plus de subvention, ben, la vie utile de l'éolienne s'arrête. Et en fait, on ne peut pas recycler l'éolienne elle-même, elle n'est pas recyclable, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les alignent comme ça dans le sol et puis ils les enterrent, hein, ils démontent le tube, les pales et tout. Et puis cette semelle en béton, elle reste. Hein. Parce que c'est pas une semelle que vous pouvez facilement casser. C'est pas un truc que vous pouvez attaquer au marteau-piqueur, puis au bout de 2 heures, c'est fini. Non, c'est un truc énorme. Coûte trop cher à démonter, à casser et tout. Et soudainement, quand il s'agit de recycler les éoliennes, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment dirais-je? Il n'y a pas d'argent public qui est versé à des gens qui font ça. Ah ben, l'écologie, soudainement, ça n'intéresse personne. Voilà. C'est incroyable qu'on permette à des entreprises d'enfuir des tonnes de déchets, puis les laisser et partir. Ils ne vont pas se recycler, ils ne vont pas se dégrader avec le temps. Et soudainement, les écologistes sont silencieux. C'est pas grave, passons, c'était pas le but de la vidéo. En fait, j'avais imaginé que dans des milliers d'années, vous savez, les cycles de civilisation, certains disent que nos civilisations traversent des cycles. Ça signifie que l'humanité atteint un essor extraordinaire et puis soudain quelque chose arrive, une catastrophe, le plus souvent causée par l'humanité elle-même ou par la nature. L'humanité ne disparaît pas complètement, mais revient à l'âge de pierre ou revient aux grottes et repart à partir de là. Puis après, euh, elle va traverser des cycles de mémoire et d'oubli et puis finalement, son passé glorieux est raconté dans des hiéroglyphes, est raconté dans des légendes et tout ça, qui reste très confuse. Hein. Donc c'est un peu certain la vision qu'ils ont la vision qu'ils ont de la civilisation, d'évolution de la civilisation humaine en tant que telle. Alors imaginons que ce soit vrai, et puis que dans des milliers d'années, euh, des archéologues commencent à trouver un peu partout dans le monde, sur tous les continents, plus ils creusent, plus ils trouvent quoi? Des sortes de disques en béton énormes, qui ont dû coûter cher à fabriquer, qui ont dû nécessiter un effort pour fabriquer, et ils en trouvent partout. Et ils ne comprennent pas à quoi ça servait. Alors, des gens diront que ça a été construit par les extraterrestres, parce que les gens du passé ne pouvaient pas, n'avaient aucun moyen de construire des choses aussi compliquées, aussi lourdes. Euh, D'autres diront que c'était pour conjurer la colère des dieux. D'autres diront que c'était une sorte de réseau
magnétiques qui traversaient toute la Terre, qui permettaient de communiquer avec d'autres civilisations, voyager dans le temps. Vous voyez l'histoire. Hein. Puis un jour, la version peut-être la plus raisonnable que les gens trouveront, selon certains documents qu'on a cru comprendre, qu'on a cru pouvoir interpréter, c'est qu'il y avait des éoliennes dessus. Ça servait comme support d'éoliennes. Et ces éoliennes produisaient le courant électrique. Voilà. C'est ce que les gens diront à cette époque-là. Puis bien sûr, il y aura toujours d'autres courants scientifiques qui vont faire les calculs, qui vont faire les maths, qui vont faire des calculs, qui vont dire, bon, voilà, les gens, voici l'énergie qu'ils ont dû dépenser pour fabriquer cette semelle-là, pour la ramener, pour la transporter, pour la couler. Voici combien d'énergie a dû coûter la fabrication des éoliennes. Et en fait, ils vont se dire, on a fait les calculs, et c'est pas rentable. Ça ne peut pas être ça. Ils vont dire non, c'est pas possible. Ils n'ont pas construit ces éoliennes-là à grand effort pour fabriquer de l'électricité. Parce que c'est pas possible. Quand on fait le bilan énergétique de ce système-là, ben c'est un bilan qui est déficitaire. Donc personne ne construirait massivement ce genre d'objet pour produire de l'électricité. Ça n'a pas de sens. Voilà. D'autant plus, que certains diront, à cette époque-là, il semblerait, nous avons des preuves qu'ils maîtrisaient l'énergie nucléaire. D'accord ? Alors il y aura toujours quelqu'un qui dira, ah oui, mais votre calcul est trop savant. Il n'était peut-être pas capable de faire ce calcul-là. Il ne savait pas, à l'époque, que ces éoliennes étaient déficitaires. Il ne le savait pas. Puis non, on dira, non, mais écoutez, nous avons des documents qui prouvent qu'à l'époque, ils fabriquaient des avions qui semblaient être rudimentaires, mais assez bons pour l'époque. Ils pouvaient envoyer des petits objets en orbite basse autour de la Terre et tout ça, donc ils n'étaient pas dénués de raison. Et ils étaient quand même capables de faire le calcul et savoir que ces éoliennes, énergétiquement parlant, elles étaient déficitaires. Donc ce n'était pas pour des éoliennes, mais c'était pour autre chose. Voilà. Vous voyez le genre d'histoire qui peut arriver quand on a l'artefact, quand on a quelque chose et on essaye d'interpréter pourquoi, on essaie d'interpréter l'intention derrière. Bien sûr, personne ne dira qu'il vivait dans une époque de corruption généralisée et puis que le commerce le plus florissant était la chasse aux subventions, qu'il n'y a plus rien qui était fait de manière logique ou rationnelle, mais que tout était fait pour essayer de pomper l'argent du contribuable de l'époque qui a disparu depuis, le pauvre. Alors, en fait, c'est intéressant cette histoire, parce qu'elle nous prouve quelque part qu'en nous réfléchissant sur le passé, sur l'histoire, parce que nous-mêmes nous le faisons, par exemple, pourquoi ils ont construit les pyramides? Pourquoi ils en trouvent des fois certaines tours, ou certains édifices, où on trouve des menhirs, où on trouve ces pierres au Royaume-Uni, une sorte de serre, de pierres très lourdes qui ont dû coûter des fortunes à déplacer, il a fallu ramener beaucoup de monde et tout. Pourquoi on trouve ces choses-là? Eh ben, le problème, c'est que quand nous réfléchissons, nous supposons toujours qu'il y a une explication rationnelle à cela, à cette action. Nous n'imaginons pas qu'il est possible que même les gens qui ont fait ça à cette époque-là le faisaient sur la base d'une explication qui, même à leur époque, n'avait aucun sens. D'accord ? On pense toujours que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils l'ont fait pour une raison rationnelle, logique. Or, l'espace des explications rationnelles, et ça, c'est dans tous les aspects de la vie, l'espace des explications rationnelles est petit. Souvent, quand on cherche l'explication rationnelle pour quelque chose, pour une action, des fois il n'y en a qu'une, des fois il y en a qu'une seule, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois, mais ça se compte sur les doigts d'une main le plus souvent. Vous voyez, l'espace des explications rationnelles est petit. Alors qu'en même temps, l'espace des explications non rationnelles est infini. C'est ça le truc. Or, souvent, les choses, parce que quand on est petit et qu'on étudie donc la logique et tout ça, on grandit, on a cette impression que nous vivons dans un monde structuré, ordonné, où les gens agissent
toujours selon un certain nombre de vérités clairement posées et tout. Alors que c'est pas vrai. Les gens agissent selon leur peur. Hein. Par exemple, le gars qui gueulait ce matin au tremblement de terre, les gens agissent selon leur peur, et ils agissent selon ce qu'ils croient être vrai. Hein, la vérité, c'est comme qui dirait chacun voit midi à sa porte, en fait. La vérité, chacun la voit à sa porte. Je ne suis pas en train de dire, je ne vais pas devenir soudainement postmoderniste et dire que la vérité n'existe pas. Non, je ne dis pas ça, c'est pas vrai. C'est pas ce que je suis en train de dire. Certains franchissent ce pas-là, et je trouve qu'il est très dangereux. Mais je dis que chacun agit non pas en fonction de ce qui est vrai, mais en fonction de ce qu'il croit être vrai. Il y a une grande différence. Et cette croyance, ce schéma-là, on peut l'appliquer à des peuples entiers, on peut l'appliquer à des périodes historiques, on peut l'appliquer à une autre période à nous, mais on peut l'appliquer à des personnes, des individus. D'accord? Donc c'est pour ça que quand quelqu'un te fait mal, il te fait des choses dans ta vie, tu te dis, personne m'a fait mal hein, dans ma vie, en tout cas pas de mémoire récente, hein, pas hier ou avant-hier. Juste, je suis en train de parler de ces choses qui peuvent arriver dans la vie de tout le monde. Euh, les gens qui agissent ainsi, ils peuvent agir selon leur peur, ils peuvent agir selon une peur des fois irrationnelle. Et ça, on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas dans leur tête, hein, on peut pas le savoir. Ils peuvent agir aussi en fonction de choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils savent. Hein. C'est comme le gars qui dit, oui, mais quand l'éolienne, oui, c'est vrai que l'éolienne n'est pas énergétiquement rentable, c'est vrai, mais les gens qui ont construit l'éolienne à l'époque ne le savaient peut-être pas. Hein, c'est ça. Donc, pareil, il y a des gens qui nous font des choses, hein, qui font des choses mal envers nous, qui prennent des actions qui sont terribles et qu'on n'explique pas. Mais si ça se trouve, sur l'instant, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que cette action-là est aussi destructrice, par exemple. Et puis il y a aussi le dernier point qui est important, c'est que souvent les gens agissent non pas en fonction, et c'est là où on se perd, c'est là où il y a des gens qui vont creuser. J'ai vu des gens, euh, j'ai vu des gens qui avaient eu des mailles à partir avec d'autres personnes, avec des séparations difficiles, des divorces, des trucs comme ça, qui des fois 10 ans plus tard sont encore en train de vouloir comprendre. Mais des fois, c'est dur à comprendre parce que la personne elle-même, si tu pouvais revenir dans le passé, aller même dans sa tête, tu trouverais rien de rationnel. Alors qu'en fait, aujourd'hui, tu es en train de chercher quelque chose de rationnel. Alors en fait, c'est ça, il y a deux ensembles. Toutes les explications rationnelles, les explications non rationnelles. Toi, par conditionnement, depuis ton enfance, on t'a appris à chercher toujours dans ce carton qui contient ce qui est rationnel et tu ne trouves pas. Alors tu fais quoi? Le lendemain, tu reviens. Le lendemain, tu reviens, et ainsi de suite. Et après, tu ressasses. Tu ressasses. Alors qu'en fait, l'explication se trouve dans le carton qui est beaucoup plus grand. C'est un conteneur, c'est un hangar d'explications non rationnelles. Mais qui, dans la logique de la personne qui a agi, avait probablement un sens. Mais bon, on va le trouver. Donc voilà, c'est juste quelques idées qui ont occupé, qui étaient dans ma tête. Je voulais partager avec vous parce que je me suis réveillé très tôt, donc commencer à gamberger sur ce sujet-là. Donc voilà, mes amis, je vous laisse, n'est-ce pas? Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, n'est-ce pas? Et puis, voilà. J'espère que tout ira bien. Enfin, cette année, il ne reste pas beaucoup à cette année-là. Mais je voulais vous dire un truc qui n'a rien à voir avec cette vidéo. Vous savez, quand j'étais au Royaume-Uni, je contrôlais régulièrement mon poids. Quand je dis régulièrement, c'est tous les jours. Je me pesais chaque matin. Il faut se peser toujours à la même heure. Bon, peut-être pas tous les jours, mais moi je le faisais tous les jours parce que j'avais cette habitude, mais je me pesais. Et en fait, je cherchais, comme tout un chacun dans ce monde hyper calorique, je cherchais à abaisser mon poids. Et j'ai réussi dans une certaine mesure, mais pas autant que j'aurais voulu. Quand je suis arrivé ici à Zagreb, bien sûr, ayant voyagé avec un bébé et tout l'équipement et tout ça, et je n'allais pas prendre avec moi une balance. Hein. Donc, j'arrive, et mon rythme de vie change. Zagreb est construite sur des collines, sur plusieurs collines, et donc je sors tous les jours. J'ai pas de voiture, je sors à pied tous les jours
J'ai une montre qui me permet de savoir combien j'ai marché. Certains jours, je marche qu'à 10 km. Sérieux, 10 km. Le minimum que je fais par jour, c'est 5-6 km. À pied, des fois en une seule séance. Sur des pentes, sur des descentes, ne serait-ce que pour aller chercher une bouteille de lait ou chercher du pain, c'est ce que je dois faire comme effort. De temps en temps, je cède à la facilité et je prends un taxi, mais tous les jours, j'ai un effort énorme et parfois plus d'efforts que je fais en une journée que je faisais en une semaine au Royaume-Uni. Où j'avais cette facilité d'avoir 2 voitures garées en bas de chez moi, où juste je prenais la voiture et je partais. Tout ça. Ok. Dernièrement, donc, cette semaine, j'ai acheté une balance. J'ai acheté une balance. Et j'ai voulu me peser pour essayer de voir ce changement radical de vie, ou de rythme ou d'effort, qu'est-ce qu'il a donné en termes de poids. Je me pèse et vous allez être choqués, ça n'a pas bougé. Voilà. Je voulais vous le dire. Alors là, je n'ai pas d'explication rationnelle, mais je sais qu'aujourd'hui, par rapport à avant, je dépense, je sais pas moi, si je regarde le bracelet que j'ai en main, je dépense réellement plusieurs milliers de calories par jour. Je fais vraiment beaucoup d'efforts, vraiment. Et je me sens d'ailleurs mieux, même dans mon corps, je me sens beaucoup mieux. Je me sens vraiment mieux dans mon corps par rapport à ça. 2 mois de ce régime-là, et je ne mange pas plus qu'avant. Je dirais même que je mange moins qu'avant. Mon poids n'a pas bougé. Voilà, juste pour vous dire. À 500 grammes près, il n'a pas bougé. Il y a de quoi se flinguer. Hein. Enfin, allez, je vous laisse sur cette pensée et puis on se revoit quand on se revoit.